Bonjour, et bien voici une petite vidéo de la chaîne Nibulaire. Pourquoi une petite vidéo? Et bien tout simplement pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux à regarder cette chaîne. Et du coup, eh bien je vous ai préparé un top 10 sur 10 anecdotes pas très populaires autour de Saint Seiya. Plutôt que de vous remercier en mettant une musique, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa de faire ainsi. C'est parti! Numéro 1. Elle est belle la clause de Camus, vous ne trouvez pas? Eh bien, en réalité, la moelle de la clause a été confectionnée par un fan lors d'un concours. Kurumada a été séduit par cette création et a repris ce modèle pour le cintre du Verseau. En 1997 est sorti le CD Shunenki. Il s'agit d'un CD qui avait la particularité de contenir Du Sibanja, un dialogue post-Hadès, soit un dialogue se passant après l'arc Hadès. Ce drama a fait rêver de nombreux fans à l'époque. Aujourd'hui, il n'est plus vraiment considéré comme étant canon à l'histoire. Concrètement, un nouvel adversaire apparaissait venant des cieux et nous y voyons ici un Seiya flambant neuf, ce qui ne colle évidemment pas avec la fin de la saga Hadès. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette histoire inédite qui est à l'intérieur de ce CD est considérée par de nombreux fans aujourd'hui comme une sorte de what if, une histoire parallèle. En parlant de musique, peut-être que c'était dû au budget des OAV, mais Pandore et Thanatos jouent le même morceau, ce qui pourrait presque induire que Pandore l'a apprise de Thanatos. Lors du revival, Tomofuya était très anxieux de réinterpréter Seiya. Il a donc revu le second film de Saint Seiya, à savoir le film Asgard chez nous, pour retrouver ses marques. Et sa prestation sur le premier épisode est juste bluffant. On croirait que l'épisode a été enregistré dans la foulée de la série d'origine. On peut préciser, puisqu'on parle de doublage, que l'enregistrement du film du Tenkaichi a été particulièrement difficile. Yamauchi, soucieux du résultat, eh bien on compte une session d'enregistrement de 30 heures. Numéro 4. On adore les musiques de Seiji Yokoyama et nous ne sommes pas les seuls. En 1992, Seiji Yokoyama a reçu le prix Jasrak. Auparavant, et ce en 1987, Saint Seiya avait reçu le prix de la meilleure musique de Nihon Anime Taishu. Avant que Saint Seiya n'arrive sur les petits écrans, il y a eu pas mal de modifications, et la plus importante étant les armures, les claws. Et là, à travers de ces esquisses, oui, on sent que dans le staff de Saint Seiya, il y avait pas mal de ex de Gundam dedans. On peut souligner que Shingo Araki avait même tenté d'imiter le style de Masami Kurumada sur quelques-unes de ses ébauches. D'où viennent les auras de Saint Seiya? Alors, je vous ai dit une bêtise dans ma vidéo sur les animateurs. En effet, après vérification,
une personne est venue vers moi, qui se reconnaîtra d'ailleurs, pour me dire que ce type d'aura créé par les cellulos, eh bien en réalité, c'est le film de Hokuto no Ken, sorti en 1986, qui en est l'inventeur. Bref, mea culpa. Alors que la bataille du sanctuaire faisait rage, si vous connaissez les modèles sheet par cœur de Sanseiya, vous verrez que les visages de Shura et Aphrodite sont dissimulés. Le staff de la Toei Animation ont tardivement reçu les indications sur leur visage. Voilà pourquoi les modèles sheet sur ces deux personnages sont différents et pourquoi ils sont bien plus costauds. Pour rester sur les Gold, Kurumada avait dit dans le MOOC Saint Claus Chronicle que les clauses les plus difficiles à avoir été réalisées sont celles des Gémeaux et de la Balance. Tu m'étonnes. Numéro 8. L'adaptation d'Elysion a fait le choix de mettre des God Claws sans les couleurs dorées du manga. Les ventes de ces figurines ont tellement fonctionné qu'il y a eu 3 versions différentes des Gold Claws. Les ventes furent si intéressantes que cela donnait envie à Bandai de créer les 12 God Claws des Gold, pour en faire ensuite une série. Quel est le point commun entre Michael Jackson et Shingo Araki? Quand on songe à Shingo Araki, on pense immédiatement à Sanseiya, et pourtant, une œuvre bien plus discrète est apparue dans le clip de Scream de Michael Jackson. Babel 2, l'adaptation de 1992 ici. Le réalisateur du clip, Hype Williams, avait la réputation d'être un grand fan de Japanime. Honnêtement, pour connaître les OAV de Babel 2, je n'ai pas de doute là-dessus. Seiya et Shaina, beaucoup aimeraient voir ce couple se créer, mais en attendant, Toru Furuya et Mami Koyama, leurs voix respectives, ont été mariées de 1976 à 1983, et ce, malgré leur rupture, les deux comédiens n'ont cessé d'être soudés, et Mami Koyama a protégé Toru Furuya lors du changement de casting, et elle est aussi partie délibérément de l'équipe lors du Mekai. Allez, celle-ci c'est bonus. Dans le Cosmos spécial, il y a une section bien particulière nommée Tsueni Jitsugen Yume no Taketsu, que l'on peut traduire par les confrontations de rêves enfin réalisés. La particularité est d'y présenter des combats n'ayant jamais eu lieu, tout du moins à l'époque de la publication pour certains combats. Le tout est commenté par Doko en bas des illustrations. Bien sûr, pour la plupart des combats, il n'y a pas de réel avis tranché, et ce type de versus ne cherche pas à définir une hiérarchie en termes de puissance. Yoga versus Seiya. Si Iki n'était pas intervenu, les deux bronzes auraient dû s'affronter. Doko précise qu'il n'aurait guère été évident pour Yoga de geler le feu combatif de Seiya. Iki versus Shiryu. Alors, on a depuis vu une confrontation assez expéditive dans les OAV du Junikyu. Doko indique que même si dans les faits, Shiryu ne peut que perdre, celui-ci n'abandonnera jamais. Iki versus Shun. Dans ce combat, Doko indique les progrès fulgurants de Shun et qu'il pourrait faire face à Iki. Mais à mon avis, aujourd'hui, je crains qu'hélas, avec Next Dimension, les films, l'issue d'un tel combat ne fait aucun doute pour beaucoup de fans. Kiki versus Tatsumi. Et oui, on peut se poser la question. Doko indique clairement qui serait le vainqueur. Et je pense que vous le savez aussi. Moses versus Geki, les deux saintes qui ont cette particularité d'avoir une force physique bien à eux. Ce qu'indique Doko, c'est que la vitesse du Silver Saint pourrait bien faire la différence, mais le Hanging Bear de Geki pourrait rééquilibrer le combat. Marine versus Shaina. Marine dispose d'un niveau très mystérieux dont on sait très peu de choses, nous indique Doko, et a priori, selon lui, Marine est la plus puissante. Dans l'anime, hélas, il y a eu un combat et ce en défaveur de Marine. Ce pronostic prouve que pour Masami Kurumada, le niveau de Marine est bien plus haut que celui qui a été vu dans ce court combat. Aphrodite versus Misty. L'orgueil va être mis à rude épreuve, nous indique Doko. La barrière de défense de Misty
pourrait être efficace. Toutefois, il faut s'attendre à une défaite psychologique si Misty venait à être blessée. Mu versus Shaka. Vu les deux cosmos formidables, selon Doko, nous aurions immanquablement une guerre de 1000 jours. Ah, allez, une dernière, allez. Vous savez quel est le point commun entre Odin et Shenron dans Dragon Ball? Eh bien, pour réunir Shenron, on a besoin donc des 7 Dragon Ball. Et pour réunir Odin dans Asgard, on a besoin donc des 7 saphirs. Et Odin et Shenron sont incarnés par le même Seiyu, à savoir Kenji Utsumi. À mon avis, quand la Toei Animation a fait appel à Kenji Utsumi pour incarner Odin, je pense pas que ça a été fait par hasard. Avis perso, bien sûr. Et voilà, en tout cas, merci énormément de suivre cette chaîne, cela me fait très plaisir. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao! Il y a eu quelques changements sur cette adaptation du Mekai N. Alors, parmi ces changements, ces petits changements, je conviens qu'ils ne sont pas très nombreux. Je vous ai montré tout à l'heure la différence entre Rune dans le manga et dans l'anime au niveau de la censure. Mais il y en a une qui avait fait débat à l'époque, notamment en France, sur les forums, c'est le fameux trident de Pandore. Alors, cette scène m'avait toujours embarrassé parce que j'adorais Pandore, je la trouvais assez impressionnante, la manière dont elle s'affirmait devant Radamante. Et puis, tu as cette scène dans le manga et la façon dont Ikki retourne le trident sur la robe de Pandore. Cette scène, effectivement, sans faire du féministe ou quoi que ce soit, c'est vrai qu'elle m'avait pas mal embarrassé à l'époque. Et du coup, ça avait été modifié sur l'adaptation des OAV du Mekai. Alors, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne modification ou pas? Moi, personnellement, je préfère cette nouvelle version. Et vous?